Bonsoir à tous, il est 19 h, vous êtes sur Public Sénat, édition spéciale aujourd'hui avec une large partie consacrée aux états généraux de la démocratie territoriale. Devant un millier d'élus rassemblés dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, François Hollande a détaillé les grandes orientations de la réforme de la décentralisation. Elle sera débattue en premier par le Sénat début 2013. Parmi les principales annonces du chef de l'État, la création d'un haut conseil des territoires, la mise en place d'un statut de l'élu et le report à 2015 des élections régionales et départementales. Un calendrier dénoncé par la droite qui crie à la manipulation électorale quand d'autres regrettent une réforme à minima. Nous en parlerons avec nos invités ce soir. Philippe Laurent, maire de Sceaux, vice-président de l'AMF, l'association des maires de France, et Philippe Esnon, sénateur PS des Yvelines et maire de Conflans-Sainte-Honorine. Bonsoir à tous, c'est donc un exercice d'équilibriste auquel s'est livré ce matin François Hollande, le chef de l'État qui venait conclure les états généraux de la démocratie territoriale organisés par le Sénat. Il est venu vanter les mérites de sa future loi de décentralisation sans brusquer le millier d'élus réunis à la Sorbonne. Flora Sauvage. Ce matin à la Sorbonne, François Hollande a dressé sa feuille de route pour sa grande réforme territoriale. Lors de ses états généraux, il a rappelé sa priorité, rétablir la confiance entre l'État et les élus locaux. Nous avons besoin d'élus locaux et nous avons besoin de confiance entre les citoyens et les élus. Ce qui se profile derrière cette réforme de la décentralisation, c'est un effort financier conséquent. Les collectivités représentent 20% du total des dépenses publiques de notre pays. Et ces charges n'ont cessé d'augmenter à un rythme d'environ 3,1%, c'est-à-dire supérieur à celui de la richesse nationale. Et les élus locaux sont inquiets que sous prétexte de la crise économique, l'État assèche les finances des collectivités locales déjà mal en point. Quand on sait, et le président de la République l'a encore souligné tout à l'heure, que 70% des investissements publics de ce pays sont le fait des collectivités territoriales, attention, on a là un levier anti-crise qui est extrêmement important, il ne faudrait pas l'assécher. Dans son discours de clôture, le président du Sénat, Jean-Pierre Bel, a longuement plaidé en faveur des collectivités. Le maintien de la capacité d'investissement des collectivités est un enjeu déterminant, comme leur accès au financement. Ces états généraux de la démocratie devraient aboutir sur un projet de loi sur la décentralisation. Les débats pourraient commencer début 2013 au Parlement. Et c'est donc le Sénat qui sera saisi en premier de ce projet de loi. Voyons plus en détail ce que pourrait contenir l'acte 3 de la décentralisation avec les explications de Marie Brémaud. En début d'année 2013, le gouvernement présentera un projet de loi sur la décentralisation qui sera d'abord examiné par le Sénat. C'est l'une des principales annonces faites par le président de la République devant un parterre d'élus. L'État et les collectivités locales ont besoin d'un cadre. Et ce cadre, ce sera un haut conseil des territoires, soit l'instance de concertation, d'évaluation et de négociation entre l'État et les élus. Ce sera, si la loi est votée, un facteur de renouvellement et de modernisation. Le chef de l'État ne flanche pas sur la limitation du cumul des mandats. Il a ainsi annoncé que c'est au printemps 2013 que la loi sera examinée par le Parlement. Le calendrier est donc fixé. En 2014, sont d'ores et déjà prévus 3 rendez-vous électoraux. En effet, en 2014 auront lieu les élections municipales, européennes et sénatoriales. François Hollande souhaite donc modifier le calendrier électoral. C'est en 2015 qu'auront lieu les cantonales et les régionales. Le problème, et regardons-le franchement, c'est la répartition des compétences. Dans cette optique, une clarification des compétences va être engagée. Les régions vont se voir confier les politiques de l'emploi, de la formation et du soutien aux PME. Toujours dans cette démarche de clarification, François Hollande s'attaque à l'inflation des normes. Il souhaite leur simplification et leur diminution. Par exemple, toute nouvelle norme devra entraîner la suppression d'une autre. Actuellement, plus de 400 000 normes existent, un vrai casse-tête pour tous les élus. Bonsoir Pierre-Henri Gergonne, alors vous étiez ce matin pour Public Sénat à la Sorbonne, exercice délicat pour le chef de l'État, pas question de se mettre à dos les élus locaux, majoritairement socialistes, on n'a donc pas décidé de toucher au millefeuille territorial. C'est vrai, on ne peut pas parler, Delphine, d'un Big Bang territorial, d'ailleurs personne ne s'attendait à une telle révolution. Ces dernières semaines, les représentants des collectivités, que ce soit les représentants des communes, des départements ou des régions, eh bien n'avaient pas ménagé leur peine pour mettre en avant la pertinence de leur territoire. Alors,
À l'arrivée, finalement, chacun y trouve son compte. Les communes irremplaçables, a dit François Hollande. Les départements, ils resteront, a affirmé l'ancien président de la Corrèze, avec de nouvelles attributions sociales importantes. Les régions, finalement, elles raflent la mise. Elles œuvreront, on l'a dit, pour l'emploi et la formation, avec les milliards de la Banque publique d'investissement. Et comme il ne fallait vraiment mécontenter personne, on a remarqué le souhait présidentiel de créer une nouvelle structure, la métropole, qui devrait faire peut-être les délices des grands élus de province. Bref, le millefeuille a encore de belles heures devant lui. Oui, Pierre-Henri, vous l'avez dit, il fallait contenter tous les élus. Et donc, le chef de l'État est resté très évasif sur la question du financement. C'est vrai, alors sur ce qu'on vient de dire, chacun pourrait louer l'esprit de synthèse du président de la République, qu'il sait manier comme personne, mais les esprits chagrins auront noté d'autres phrases beaucoup plus lourdes de sens. Quand François Hollande rappelle par exemple que les dépenses des collectivités représentent 20% de la dépense publique, lorsqu'il précise qu'elles augmentent plus vite que la richesse nationale, il fixe lui-même les limites de ces largesses. Une chose est certaine, les collectivités devront participer à l'effort budgétaire. Reste à savoir comment et dans quelle proportion, à un moment, on l'a dit, où les dotations de l'État aux collectivités sont en berne. Sur ces affaires de très gros sous, François Hollande souhaite, il l'a dit, un pacte avec les territoires, de quoi mesurer vraiment cette confiance entre les uns et les autres, entre les collectivités et l'État. Confiance, justement, c'était l'un des maîtres mots des États généraux de la démocratie territoriale qui se sont donc achevés aujourd'hui, Delphine. Merci beaucoup Pierre-Henri. Alors l'objectif de ces États généraux de la démocratie territoriale, 30 ans après la loi de fer, c'était d'écouter les élus, leurs propositions, leurs doléances afin de préparer un nouvel acte de la décentralisation. Qu'en pense-t-il de ces 2 jours débat? Ont-ils le sentiment d'avoir été entendus? La réponse avec ce reportage de Paul Bouffard. Dernier acte de ces États généraux avec un accueil matinal pour les élus de France. À la Sorbonne, ils sont venus écouter la vision de François Hollande sur leur territoire. À l'image de Jean-François Longeau, maire d'un village de 4000 habitants, Ornans, dans le Doubs. Et comme bon nombre de ses confrères, le magistrat est dans l'attente. J'attends ce matin, effectivement, qu'on nous donne un certain nombre de grandes lignes. Je crois qu'on est des élus au suffrage universel. Nos concitoyens nous ont accordé leur confiance par le scrutin. Et je crois que l'État a aujourd'hui un vrai problème, c'est qu'il est toujours là pour nous imposer un certain nombre de choses, nous dire vous ferez ça. Quand il arrive, François Hollande sait que les élus locaux se sont fait entendre. Des semaines de rencontres départementales, une synthèse devant les sénateurs, le dialogue est rouvert entre État et collectivités. Près d'1 heure de discours, pour les élus, un pacte de confiance est engagé. Ça conforte en fait, c'est pour un petit élu que je suis, d'écouter tous ces discours-là me font du bien en fait. Comme l'a dit le président de la République, je crois que le gouvernement et l'État ne pourront réussir qu'en collaboration avec les collectivités territoriales et locales. Donc effectivement, je suis encore plus regonflé par rapport à ce qu'a dit le président de la République. À la sortie, d'autres pensent que les annonces sont encore timides. J'attends de voir, j'espère que l'application, j'en parlais avec d'autres collègues, va être assez rapide. Et à la fois que les élus aient été entendus et que non pas que la loi soit déjà prête et prête à envoyer sans nous avoir réellement concerté, que c'est servi à quelque chose. On n'a peut-être pas suffisamment abordé ce que je disais hier sur l'aspect de laissons faire les territoires pour s'organiser eux-mêmes. La voix des territoires est claire, reste désormais à Marie-Lise Lebranchu d'intégrer les revendications des élus et les propositions des parlementaires. Alors à droite, Jean-François Copé, secrétaire général et candidat à la présidence de l'UMP, a accusé François Hollande de manipulation après son annonce du report d'ici à 1 an à 2015 des élections cantonales, rebaptisées départementales et régionales. La machine à manipulation électorale est lancée, a-t-il déclaré. Alors pour revenir sur ces 2 jours d'états généraux de la démocratie territoriale, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Philippe Esnol, sénateur socialiste des Yvelines, maire de Conflans-Sainte-Honorine, et donc Philippe Laurent, donc vous êtes maire UDI de Sceaux et vice-président de l'AMF, l'Association des maires de France. Un mot pour commencer, ces 2 jours de débat, est-ce que c'est un succès ou un échec? On sait que l'UMP hier a claqué la porte des débats, Philippe Esnol. Oui, moi je trouve que c'était plutôt un succès qu'un échec, mais vous seriez étonné que je vous dise le contraire. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de monde, il y a eu beaucoup de prises de parole et que c'est toujours intéressant de donner la parole aux élus locaux et de se rassembler pour les écouter. Je trouve que c'est une belle initiative du président du Sénat et le fait que le président de la République soit venu aujourd'hui à la Sorbonne
montre l'intérêt majeur qu'il porte à ces États généraux. Je regrette franchement que l'UMP ait décidé de boycotter cette journée parce que ça ne me paraît pas s'inscrire dans une démarche républicaine. Philippe Laurent, vous saluez également l'initiative du président du Sénat d'avoir organisé ces États généraux de la démocratie territoriale? Oui, tout à fait. Il était naturel que le Sénat le fasse. C'est aussi la maison des collectivités locales. Moi, j'ai noté que dans les ateliers auxquels j'ai assisté hier, d'abord, les élus ont pu prendre la parole. Les sénateurs présents l'ont très peu pris et ont écouté, donc ça c'est quelque chose d'extrêmement positif. D'ailleurs les élus se sont exprimés, ils ont dit à la fois leurs inquiétudes, mais aussi leurs espoirs. On sentait que vous avez besoin de parler, oui, il y a véritablement un malaise des élus selon vous? Oui, les élus sont inquiets pour toute une série de raisons. D'abord, ils sont inquiets parce qu'il y a une forme de perte de sens civique dans notre société, qu'on le veuille ou non, et quelle que soit d'ailleurs la collectivité, quel que soit le territoire. Ils sont inquiets aussi pour les questions financières, on y reviendra sans doute. Ils avaient besoin, et je crois que c'était nécessaire, d'entendre qu'au plus haut niveau de l'État, eh bien, ils étaient reconnus. Il faut reconnaître que depuis un certain nombre d'années, il y avait un problème de confiance entre l'État et les collectivités locales. Je crois que l'initiative est bonne. Comme est bonne aussi cette initiative de créer ce Conseil des territoires qui avait déjà un peu existé par le passé, mais qui n'avait jamais vraiment fonctionné. Ce Conseil des territoires, parce que quand ça a été annoncé par Jean-Marc Ayrault ici au Sénat, est-ce que ce n'est pas déjà le rôle du Sénat d'être un Conseil des territoires? Je me tourne vers vous, Philippe Esnol. Oui, le Sénat est censé représenter les territoires et les élus locaux, mais je pense que le Sénat n'est pas censé représenter l'État, pour le coup, ni le gouvernement. Et donc le Conseil des territoires, lui, il aura pour objectif de mettre autour de la table les élus locaux et justement les représentants de l'État. C'est un rôle un petit peu différent et je pense qu'effectivement aussi que c'est une très bonne idée. C'est un conseil des exécutifs publics, État d'un côté, collectivité territoriale de l'autre. Je crois que c'est extrêmement nécessaire et c'est très nécessaire que nous parlions beaucoup plus parce qu'il n'y a plus dans notre pays pratiquement une seule politique publique qui ne soit pas partagée, soit dans la définition, soit dans sa mise en œuvre, par l'État et les collectivités locales. Les collectivités locales ont pris un poids important. Ça a été dit d'ailleurs lorsqu'on parle du niveau de leur budget global. Et donc elles ont maintenant toute leur place dans la mise en œuvre des politiques publiques et il faut que nous en discutions de manière régulière, organisée avec l'État. Est-ce qu'on a vraiment... On a le sentiment qu'il y a un certain conservatisme des élus, c'est ce qu'on dit un peu pudiquement pour expliquer que François Hollande a voulu faire la synthèse un peu de tout ce qu'il avait entendu auparavant. C'est votre sentiment également ? Moi, je crois pas. Je crois qu'il y a pas de conservatisme chez les élus. Moi, contrairement aux idées reçues qui sont généralement véhiculées, je pense que les élus en France sont une richesse pour le pays. C'est une fausse bonne idée que d'avoir voulu supprimer l'échelon départemental et régional et de faire ce truc bizarre du conseiller territorial. En Ile-de-France, ça a été confirmé, la suppression du conseiller territorial. Ça n'avait aucun sens, c'était ingérable. On a des départements qui sont aussi gros que certaines régions. Et donc, le conseiller général, il fait un travail incroyable aujourd'hui sur le territoire de la République. Vous savez que vous avez des conseillers généraux qui ont 15, 20, 25 communes dans leur canton. Ils font le tour de chaque maire, de chaque élu pour remonter les dossiers, les défendre au conseil général, puis venir les rediscuter sur le terrain, en plus de leur propre commune. Ils font un travail incroyable. Et comment est-ce que vous voulez remplacer ça aujourd'hui dans la vie politique française? C'est extrêmement difficile. Et sincèrement, avec un statut de l'élu d'une telle précarité, qui font pratiquement ça de manière bénévole. Il y aura vraiment la création d'un véritable statut de l'élu. Ça répondait à une véritable demande des élus locaux. Si on avance un petit peu sur ce débat, donc les régions vont avoir plus de pouvoir, plus de compétences. L'échelon départemental est préservé. On a envie de dire quid des communes. François Hollande a dit qu'elles étaient irremplaçables. Je m'adresse à vous, représentants des communes. Est-ce que vous espérez qu'elles vont être bien prises en compte dans cette nouvelle organisation ? Écoutez, moi si j'avais un sentiment à donner là-dessus, l'échelon communal, de toutes les manières, il existe et il est important, puisqu'aujourd'hui, le maire est forcément la personnalité politique la plus proche de nos concitoyens, est reconnu comme tel, etc. J'ai quand même tendance à penser que si on voulait aller un petit peu dans l'amélioration du fameux millefeuille dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est plutôt à ce niveau-là, entre les communautés de communes, les communautés d'agglomération et les compétences de la commune qu'il faudra avancer. Je pense qu'à terme, dans certaines agglomérations où vous avez 40 communes, par exemple, pour 20 000 habitants,
il me paraîtrait de bonne gestion que l'essentiel des compétences soit dévolu à la communauté de communes, avec une élection au suffrage universel pour le coup de ses responsables, parce que ce sont eux qui prennent vraiment les décisions. Philippe Laurent, il faudrait justement englober certaines communes, qu'elles se regroupent, des petites communes comme ça, à 40 habitants. Oui, d'abord, l'intercommunalité est pratiquement terminée, la carte intercommunale se termine, mais il y a un de nos collègues qui a dit tout à l'heure quelque chose d'important, il a dit quelque chose comme ça, il faut peut-être laisser aussi les territoires un peu plus libres de décider comment ils s'organisent. Alors justement, ils vont avoir plus d'autonomie. Est-ce que c'est pas un désengagement de l'État quand même ? Pas forcément, parce que l'État peut accompagner cette affaire-là. Écoutez, moi j'ai vécu de très près cette grande aventure de l'intercommunalité, y compris d'ailleurs en Île-de-France, avec la mise en œuvre de la loi Chevènement, qui a été une très grande réussite. Les élus, il y avait des carottes financières, certes, mais les élus se sont saisis de cette opportunité et se sont saisis vraiment de leur territoire. Et on a vu donc se développer donc un peu partout, dans les grandes agglomérations, mais aussi dans les territoires ruraux, donc cette démarche intercommunale. Alors ça va plus vite dans certains endroits que dans d'autres, parce qu'il y a des problèmes de culture, il y a des problèmes de leadership, c'est clair, tout ça ce sont des constructions aussi humaines. Mais je pense que si on fait confiance aux élus locaux, si on leur donne aussi les outils juridiques, techniques pour avancer, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Toute mesure, un tant soit peu contraignante, suscite immédiatement des blocages qui nous font perdre un temps important, qui créent de la tension et qui sont extrêmement dommageables pour les politiques publiques, pour le service public. On va parler, Philippe Laurent, du sujet qui fâche, les finances locales, parce que le chef de l'État n'en a pas beaucoup parlé, même s'il estime que les communes, les collectivités territoriales devront participer à l'effort collectif qui est demandé actuellement à tous. Est-ce que donc plus d'autonomie, ça va donc vers un transfert des compétences, on l'a dit, vers les collectivités territoriales? Est-ce que du coup, ça ne va pas obliger toutes ces collectivités à reporter cet effort sur les contribuables? Écoutez, d'abord, pour reporter l'effort sur les contribuables, encore faut-il pouvoir le faire et avoir la liberté de fixation des taux. Ce n'est plus tellement le cas, ce n'est plus du tout le cas pour les régions, c'est très peu le cas pour les départements, c'est encore un peu le cas pour le bloc local, commune et intercommunalité. Je crois que ce n'est pas l'intention des élus locaux d'une manière générale. D'ailleurs, les élus locaux n'augmentent jamais, lorsqu'ils sont obligés de le faire, les impôts par plaisir. Non, c'est pas vraiment leur attitude et leur façon de faire. Simplement, la question qui se pose, c'est de savoir un peu ce qu'on veut dans notre pays, en termes de services publics, en termes de mutualisation des risques, en termes de mutualisation de la dépense. Enfin voilà, là, on a une vraie question de société qui est posée au niveau national, qui est posée aussi au niveau local. Donc il y a des choix à faire. Nous entendons bien la difficulté dans laquelle se trouvent les finances publiques en général et les finances de l'État en particulier. Nous disons aussi, attention, les collectivités locales elles-mêmes ne sont pas en tant que telles mise en question. Ce qui sera mis en question, c'est le service qui sera apporté aux citoyens. De réforme dans ce nouvel acte de la décentralisation, qu'est-ce que vous attendez justement sur la partie finances locales, vous, en tant que vice-président de l'AMF? Sur la partie finances locales, ce que nous souhaiterions, c'est d'abord que soit levé un certain nombre de contraintes qui pèsent sur les collectivités. Le président de la République a parlé des normes. C'est un sujet sur lequel nous travaillons déjà depuis un certain nombre d'années. Je suis moi-même vice-président de la commission consultative d'évaluation des normes. Nous avançons là-dessus, mais il faut bien voir que c'est un changement de culture. De loi, sur la simplification des pour normes. l'administration centrale. C'est un changement de culture important. Parce que jusqu'alors, l'administration centrale produit de la norme, et nous sommes tenus de les appliquer avec un coût certain. Avec quand même le risque, c'est toujours l'exemple qui est donné, au nom de la simplification des normes, qu'on n'applique pas certains dispositifs. Par exemple, l'accès des immeubles aux personnes handicapées. Absolument. Ça, c'est aussi un risque. Alors, c'est une vraie question, il faut la poser. Justement, ce texte sur l'accessibilité coûte en gros une quinzaine de milliards, enfin c'est l'estimation généralement qu'on fait. Est-ce que c'est à la fois raisonnable et est-ce que c'est nécessaire? Lorsque vous parlez avec les associations locales de personnes handicapées, nous trouvons des accords. C'est au niveau national où le lobby, il faut dire le mot, est extrêmement puissant. Donc il faut être raisonnable. Donc il faut être dans la concertation, je crois que c'est le maître mot. Et dans la concertation locale marche très bien en général. Très bien, écoutez, merci messieurs, c'est la fin de ce débat et merci d'y avoir participé. Ce soir, on va peut-être passer, on avait posé la question aux internautes de Public Sénat en partenariat avec le nouvelobs.com. Êtes-vous pour une décentralisation accrue? Regardez ce que disent les votants. Non à 67%, oui 30%. Donc des gens plutôt en faveur du maintien de la décentralisation comme elle l'est actuellement.
Nous allons passer maintenant à un sujet au nom de la liberté d'aller et venir. Le Conseil constitutionnel a supprimé le carnet de circulation pour les gens du voyage. Les sages ont estimé que ce titre de circulation induisait une différence de traitement entre les personnes, mais pas une discrimination. Julie Hulin. Jusqu'à présent, les gens du voyage devaient être en possession d'un livret de circulation ou d'un carnet s'ils n'avaient pas de ressources régulières. Le Conseil constitutionnel a ce matin supprimé le carnet. Le livret est lui maintenu, une sorte de carte d'identité permettant à l'État de localiser les populations sédentaires. Les sages ont également abrogé la disposition les obligeant à attendre 3 ans avant de pouvoir s'inscrire sur les listes électorales de la commune à laquelle ils ont choisi de se rattacher. Pour la sénatrice Esther Benbassa, qui a déposé une proposition de loi, ces dispositions sont encore très insuffisantes. Moi, je trouve que les gens du voyage restent encore discriminés. Ils ne sont pas comme nous. On ne peut pas admettre que ces gens-là qui payent leurs impôts, qui vivent comme nous sur le même territoire, qui sont comme nous, soient discriminés, qu'il y ait 2 sortes de citoyens en France, des citoyens de première zone et des citoyens de seconde zone que sont les gens du voyage. Le Conseil constitutionnel a également décidé de maintenir pour les gens du voyage l'obligation de rattachement à une municipalité ainsi qu'un quota de 3% de présence par commune. L'association France Liberté Voyage, qui a porté la question devant le Conseil, envisage aujourd'hui de déposer une requête devant la Cour européenne des droits de l'homme. Les écoliers vont donc peut-être bientôt reprendre le chemin de l'école les mercredis matins. C'est ce que préconise le comité de pilotage pour une refondation de l'école qui remettait aujourd'hui ses propositions au ministre de l'Éducation Vincent Peillon. C'est donc un retour prévu à la semaine de 4 jours et demi avec un raccourcissement des heures de classe pour pouvoir faire les devoirs en classe. Et comme tous les vendredis, retour en images sur les temps forts de l'actualité sénatoriale avec Nadia Belromari. Cette semaine, le Sénat fait le bilan de son activité de contrôle et d'évaluation de l'action du gouvernement. Des propositions qui ont été examinées en séance publique lors de plusieurs débats. L'hôpital n'est pas loin de l'agonie. 23,6 milliards d'euros de dettes pour les 1266 établissements de soins de court séjour. C'est le cri d'alarme lancé lundi par les sénateurs sur le financement de l'hôpital public. Il fait écho à celui de 130 médecins. À l'approche du vote du budget, dont celui de la santé, pas question pour eux que l'hôpital supporte les 2,5 milliards d'économies prévues sur les dépenses de santé. L'hôpital public exerce des missions de service public essentielles qui sont aujourd'hui insuffisamment valorisées. En cause, la loi Bachelot de 2010 qui lie les recettes des hôpitaux publics et privés au nombre des actes effectués. Résultat, une course à la rentabilité qui nuit à la qualité des soins. Une inégalité que la majorité au Sénat souhaite remettre en cause. Crise d'identité et de croissance chez les policiers municipaux. C'est le constat dressé par un rapport sénatorial rendu public mercredi. Il serait environ 20 000 en France à assurer des missions qui se rapprochent de celles de la police nationale. Pour clarifier leur mission, les 2 rapporteurs proposent de créer une seule et unique police territoriale. Une police qui rassemblerait sous un même statut police municipale, garde champêtre et agents de surveillance de la voie publique. Mais pas question pour le Sénat que l'on puisse assimiler la police municipale aux forces nationales. Après leur grand oral devant les députés la semaine dernière, Pierre Moscovici et Jérôme Cahuzac ont défendu mercredi au Sénat le projet de budget pour 2013. Le ministre de l'économie a mis en avant les économies dans les dépenses de l'État, à un niveau jamais atteint selon lui. Jérôme Cahuzac a aussi défendu les nouvelles mesures fiscales du budget 2013. Aucun gouvernement n'a fait davantage, jamais. À venir, l'examen du projet de loi autorisant la ratification du traité européen. Ce texte prévoit notamment l'institution d'une règle d'or budgétaire nationale. Pour Jean-Marc Ayrault, la stratégie sera de convaincre alors que des voix s'élèvent contre le texte, comme celle de Jean-Vincent Placé ou encore de Pierre Laurent. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. À suivre le magazine Focus avec le sénateur Yves Daudigny qui nous fait visiter le Famistère de Guise. Bonne soirée à tous.
Se renseigner sur les programmes. Voir ou revoir les émissions. Suivre le fil d'information politique et parlementaire. Pour vivre la politique en temps réel, connectez-vous et réagissez sur publicsena.fr. Sénateur et président du Conseil général de l'Aisne, Yves Daudigny a entrepris la restauration du Familistère, une cité ouvrière unique au monde, construite au XIXe siècle. Là, on a passé la mi-chantier, donc la restauration, elle porte, là aussi pas sur toute l'aile, mais sur la cour. C'est pas simplement une question d'embellissement, la restitution de la verrière, c'est aussi une question de conservation du bâtiment. Frédéric Pagny est le conservateur du Familistère, un nom et un lieu unique au monde. Un projet fou, imaginé au XIXe siècle par Jean-Baptiste André Gaudin, inventeur des fameux poêles en fonte. Soucieux d'améliorer la condition ouvrière, Gaudin investit sa fortune dans un palais social pour ses employés. Appartements lumineux et vastes espaces collectifs, écoles laïques et gratuites, théâtre, magasins coopératifs, buanderies, piscines, crèches, des éléments de confort à l'époque réservés à la bourgeoisie. Moi, j'ai eu une très très profonde admiration pour Gaudin. Je pense que c'était un génie, parce que d'abord il y a une réussite industrielle, mais il avait une pensée dans tous les domaines du logement, de l'éducation, de la culture, des loisirs. Et non seulement il pensait, il imaginait, mais il concrétisait. Le Familistère survivra à son créateur. Mais 1968 sonne le glas de l'utopie, avec la vente de l'usine Gaudin, puis l'inéluctable déclin du palais. 2000 personnes y vivaient fin 19e, elles sont une quarantaine aujourd'hui. Vous êtes copropriétaire Oui. Vous habitez chez vous? Voilà. Et je suis né ici au 2e étage, là où le volet est légèrement retroussé. Là. Ah oui, je vois. Voilà. C'est ma maison natale. 82 ans passés ici, dont 43 à l'usine Gaudin. Fernand garde la nostalgie d'une communauté soudée, aux strictes règles de vie. Quant aux crimes et délits, l'association écarterait de son sein les personnes qui s'en rendraient coupables. Voilà. Quand un jeune familistérien voulait se marier, il était tenu, comme c'était dans le règlement du familistère, il était tenu de présenter sa future épouse à l'issue d'un conseil d'administration de l'usine. Puis on disait à la jeune dame, vous allez devenir familistérienne, mais il va falloir respecter le règlement. Et si nous étions pris, nous gamins, à faire une bêtise, notre nom va être affiché dans la grande cour centrale avec le montant de l'amende. Et cette amende sera retenue sur les salaires du père. Réveiller ce lieu endormi, redonner vie après l'oubli, c'est le projet d'Yves Daudigny. Il souhaite installer ici des logements sociaux. Les appartements tels qu'ils sont là et été conçus dans l'esprit de Gaudin pour vivre au XIXe siècle, ce sera intéressant de voir comment les habitants aujourd'hui du XXIe se les approprient, en trouvent bénéfice ou en trouvent éventuellement difficultés dans leur vie. Une dizaine de bâtiments classés monuments historiques, 30 000 mètres carrés à réhabiliter, un chantier pharaonique de près de 50 millions d'euros, financé à 40% par le Conseil général de l'Aisne. Lorsqu'on aura donc la place qui va changer complètement l'approche et la perception de l'ensemble, la deuxième phase du musée réalisée, l'hôtel, partie hôtelière, on l'espère, donc elle-même réalisée, on est au bout du programme tel qu'il avait été initialement imaginé pratiquement. Une fois l'hôtel réalisé, effectivement, ce qui était prévu au départ sera accompli. C'était presque une utopie de mener aussi ce dossier et on va y arriver. 12 ans déjà que les travaux ont commencé. Ils devraient s'achever en 2015. Mais cette rénovation heurte parfois les mémoires des anciens. Il ne va plus rien rester de Gaudin. Ils sont en train de gommer tout ce qui était de Gaudin. Voilà, toutes les pelouses vont disparaître. Ils vont faire un truc vraiment unifié. Ils sont en train de faire du Familistère un HLM moderne. Voilà. Le Familistère ou l'éternel débat. Yves Daudigny souhaite faire du théâtre, restauré à l'identique, un lieu de réflexion. Il faudrait bien que bouillonne ici
des séminaires, des colloques, des réunions sur ces questions fondamentales du capital et du travail. Quelle relation entre le capital et le travail? Comment on redistribue la richesse dans le monde maintenant de l'économie du XXIe siècle? 150 ans après sa création, le Familistère renaît. 60 000 visiteurs sont attendus cette année.